Salut tout le monde, c'est Christophe, bienvenue dans cette dernière vidéo de formation et dans celle-ci nous allons parler des différentes méthodes de trading qu'il existe. Analyse technique ou analyse fondamentale. Alors en trading, il va exister deux grandes façons d'intervenir sur les marchés financiers. D'une part, on a l'analyse technique et d'autre part, on a l'analyse fondamentale. Il y a certains traders qui utilisent uniquement le fondamental pendant que d'autres n'utilisent que le technique et d'autres utilisent les deux. L'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique, c'est l'étude de graphiques et l'analyse fondamentale, c'est l'étude de facteurs économiques. Les deux, ils ont le même objectif, c'est de prévoir les cours. Alors pour ma part, je ne considère pas qu'il y ait des règles absolues, qu'il existe une façon meilleure qu'une autre d'intervenir sur les marchés financiers. Moi, je considère qu'il faut tester les deux, voir ce qui nous parle le plus et ensuite se spécialiser dedans. À travers cette vidéo, c'est l'analyse technique que j'ai décidé de vous présenter. C'est personnellement ce que j'utilise le plus. C'est aussi le plus simple à pratiquer. Et c'est aussi ce qui est le plus demandé parmi les traders qui se lancent. Il faut savoir que l'analyse technique, elle est composée principalement de deux branches. D'une part, on a le chartisme et d'autre part, on a les indicateurs techniques. Le chartisme, lui, va mettre en évidence tout ce qui est figure chartiste, tout ce qui est forme de vague et tout ce qui est zone clé, alors que les indicateurs techniques, eux, ils ont un autre rôle, c'est de retranscrire le prix, mais sous une manière différente. Les indicateurs techniques, ils sont créés à partir de calculs très simples, basés eux-mêmes sur le prix, donc ils peuvent vraiment rien inventer, ils disent la même chose que le prix. Certains utilisent que le chartisme, d'autres que les indicateurs techniques, et certains utilisent les deux. Donc là, c'est pareil, ça va être en fonction de vous et de vos préférences. Personnellement, j'ai commencé avec les indicateurs techniques. Dès que je me suis rendu compte qu'ils disaient la même chose que le chartisme, je les ai enlevés et ça m'a permis d'avoir un graphique plus clair. Les chandeliers japonais. Alors, les chandeliers japonais, c'est un type de représentation graphique. Il va en exister beaucoup d'autres, comme les courbes qu'on peut voir dans les films. On a aussi les bar charts, très utilisés auparavant, un peu moins quand même maintenant. Et ces temps-ci, on a les ikenashi et les chandeliers japonais qui sont les plus utilisés parmi les traders. Et dans cette vidéo-là, c'est les chandeliers japonais que je vais vous présenter. Un chandelier japonais va représenter une unité de cotation. Ça peut être une heure, ça peut être une minute, 4 heures, voire une journée de cotation. Peu importe, ça c'est vous qui choisissez en fonction de votre profil. Si vous êtes plutôt court terme, si vous êtes plutôt moyen terme ou long terme. Et dans cet exemple-là, on va partir du principe que l'unité de cotation est une journée. Donc ça signifie qu'un chandelier japonais va représenter une journée entière de cotation. Alors ici, à première vue, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'un chandelier japonais contient plusieurs informations. On va avoir le plus haut, le cours de clôture, le cours d'ouverture et le plus bas. Le chandelier japonais contient un corps et des mèches sur ses extrémités. Pour un chandelier haussier, le corps va être représenté par le vert ou le blanc ou le bleu, ça va dépendre de vos préférences, mais le cours d'ouverture va se faire en bas et le cours de clôture va se faire en haut. Pour un chandelier baissier, le cours d'ouverture va se faire en haut et le cours de clôture en bas. Il peut arriver aussi que le marché soit hésitant et que le cours d'ouverture et le cours de clôture se fassent au même endroit. Ensuite, on a les mèches hautes et les mèches basses. Donc la mèche haute, c'est le plus haut atteint durant cette période-là. Et la mèche basse, c'est le plus bas atteint durant cette période-là. Toutes ces informations-là que peut donner un chandelier japonais vont être très utiles puisqu'ils vont nous permettre de comprendre le contexte. Par exemple, si on a un chandelier japonais avec un tout petit corps et de grandes mèches sur les extrémités, ça peut montrer qu'il y a eu un fort combat entre les acheteurs et les vendeurs et que le marché est hésitant, qu'il n'y a pas eu de réelle tendance durant cette période-là. Si le corps, au contraire, est très grand et que les mèches aux extrémités sont très petits, ça montre qu'il y a eu une forte tendance durant cette période-là et qu'un camp a été largement plus fort qu'un autre camp. Au fil du temps, on a pu classer différentes configurations dans 3 grandes catégories. On va avoir les chandeliers japonais d'hésitation, les chandeliers japonais de retournement et les chandeliers japonais de continuation.
On va commencer par les chandeliers japonais d'hésitation. On a le doji et la toupie. Alors ça, c'est deux configurations qui nous montrent l'hésitation du marché, le fait qu'il n'y ait pas de tendance claire. Et lorsqu'on va voir cette configuration-là sur les marchés, sur nos graphiques, juste après, on peut avoir une pause du marché avec une consolidation, ou bien on peut avoir des signaux de continuation ou de retournement. Et donc ce genre de configuration-là, on peut les utiliser comme des espèces d'alertes. Lorsqu'on va les voir, on peut par exemple se dire, vu qu'ici il y a une pause du marché, on peut passer à break-even ou bien on peut sortir du marché. Alors comment ils sont composés ces deux configurations-là? Le doji, lui, va être composé de deux mèches, grandes ou petites, peu importe. Ce qui va nous marquer le plus, c'est le fait que l'ouverture et la clôture se fait au même endroit. Ensuite, on a la toupie, composée aussi de deux mèches, grandes ou petites, là aussi peu importe. Le corps, il peut être haussier ou baissier, ça aussi peu importe. Mais ce qui va nous frapper le plus, c'est le fait que le corps soit très petit, que l'ouverture et la clôture se fait quasiment au même niveau. Donc ça montre bien que le marché n'a pas de tendance, que là on est en train de faire une pause. Voici des exemples de toupie et de doji. Ici, on a une première toupie. Donc là, juste avant, on a eu une belle hausse. On finit par avoir une toupie et le marché, après sa pause, décide de monter. Ici, on a de nouvelles toupies. Donc là, juste avant, on a un joli mouvement baissier. On fait une pause, une deuxième pause, une troisième pause. Finalement, on a une belle impulsion vers le bas. Ici, on a eu un mouvement haussier. Finalement, le marché se retourne. On finit par faire une toupie, ce qui montre une pause. Et finalement, le marché décide de remonter. Ici, le marché baisse. Il fait une pause, une consolidation. Et le marché décide de continuer sa baisse. Ici, on a une hausse. Finalement, le marché nous donne deux signaux. Ici, il nous donne un doji avec une toupie. Donc là, par exemple, si on a l'achat à ce niveau, dès qu'on voit ces deux signaux-là, on peut se dire, on peut prendre nos gains ou on peut passer à break-even. Et le marché décide de se retourner par la suite. Ici, on a une hausse. Finalement, on fait une consolidation. Donc là, par exemple, si on est acheteur sur cet actif-là, on peut se dire, on va attendre une toupie pour entrer à l'achat. Ici, on a une consolidation, on a des toupies. Potentiellement, on peut rentrer à l'achat et le marché décide de monter par la suite. Vous voyez, donc ces chandeliers-là d'hésitation peuvent jouer plusieurs rôles et principalement comme rôle d'alerte. Nous avons par la suite les chandeliers japonais de retournement avec comme configuration l'avalement haussier et l'avalement baissier. Là, on parle de configuration en deux chandeliers japonais. Donc pour les chandeliers japonais d'hésitation, on avait seulement un chandelier, que ce soit une toupie ou un doji, alors qu'ici on a une configuration en deux chandeliers japonais. Ces configurations-là vont nous annoncer un potentiel retournement de tendance. Par exemple, vous êtes à l'achat, vous avez donc une belle tendance haussière et d'un coup, sous un niveau clé, vous voyez un avalement baissier, donc un signal de retournement. Vous pouvez passer soit break-even, soit vous pouvez encaisser vos gains, soit même prendre une position à la vente. Alors de quoi est composé ces deux configurations? Pour l'avalement baissier, il faut qu'avant il y ait une tendance haussière, car comme c'est un signal de retournement, il faut bien qu'il renverse une tendance. Si le signal est donné pendant une consolidation, le signal n'est pas validé. Et après cette tendance-là, nous avons un chandelier avec un corps relativement plein pour qu'il soit validé, qui vient englober le corps du chandelier précédent. Comme on peut le voir ici, on avait donc une toupie haussière et par la suite on a un avalement baissier qui donne un signal de retournement. Pour un avalement haussier, c'est la même chose, à l'inverse que là on doit avoir une tendance plutôt baissière juste avant et ensuite on a un chandelier qui vient englober tout le corps du dernier chandelier. Ici on a quelques exemples d'avalement haussier et d'avalement baissier. Ici on peut remarquer un premier avalement haussier, donc là on voit bien qu'on a un mouvement baissier, on a directement un avalement haussier, le marché se retourne. Ici on a un mouvement haussier, finalement ici on a un avalement baissier qui est un signal de retournement. Par la suite le marché se retourne. Après ce mouvement baissier, le marché décide de faire un avalement haussier.
Donc là, on voit bien que le chandelier haussier vient englober complètement le corps du dernier chandelier et qu'on a bien un mouvement baissier juste avant. Donc ça, c'est ces deux conditions-là pour valider un avalement haussier. Ensuite, on a une hausse et le marché ici fait une consolidation avec différentes toupies et le marché décide de faire un avalement baissier, nous donnant un fort signal de retournement. Le marché baisse. Par la suite, on arrive sur un nouveau niveau. Donc après cette baisse, le marché décide de nous redessiner un avalement haussier. Le marché monte, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les chandeliers de retournement sont de forts signaux et lorsque vous êtes dans une tendance et que vous voyez ces signaux-là, il faut faire très attention, soit passer break-even, soit prendre un signal contraire ou soit encaisser ses gains. Pour finir, nous avons les chandeliers japonais de continuation. Eux, ils sont composés de 3 chandeliers japonais. Donc là, on a les 3 corbeaux noirs qui est une succession de 3 chandeliers japonais baissiers et les 3 soldats blancs qui est une succession de 3 chandeliers japonais haussiers. Clairement ici, la seule condition, c'est d'avoir 3 corps relativement pleins, d'éviter d'avoir 3 toupies successives de même couleur. Ici, plus le corps est plein, plus il montre la force de la tendance, avec si possible des mèches petites pour vraiment montrer la force de la tendance. Voici des exemples. Nous avons ici 3 corbeaux noirs. Les chandeliers japonais, ces 3 chandeliers japonais-là ne sont pas extrêmement pleins, mais tout de même, elles montrent la continuation de tendance par la suite. Ici, on a 3 chandeliers haussiers, donc 3 soldats blancs, qui nous montrent ici une continuation de tendance. Certes, pas très grande, mais tout de même une continuation de tendance. Ici, on a 3 chandeliers rouges baissiers. Ces 3 corbeaux noirs-là, je ne vais pas moi les valider, puisque là, les corps sont de plus en plus petits. Et donc ça montre plus un essoufflement qu'une continuation de tendance. Ici, on a 3 chandeliers haussiers, même 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on voyait que le mouvement haussier était clairement défini. Ici, on a 3 chandeliers haussiers. On a donc 3 soldats blancs, qui vient montrer ici la continuation de tendance. Et ensuite, ici, on a 3 corbeaux noirs, qui montrent ici la continuation de tendance, qui est par la suite baissière. Maintenant, nous allons parler des zones de support et résistance, qui est très important dans l'analyse technique, qu'il faut absolument connaître. Alors, qu'est-ce qu'une zone de support et résistance? Une zone de support, c'est un niveau où le marché est susceptible de rebondir. Une zone de résistance, c'est un niveau où le marché est susceptible de se replier. On peut parler aussi de zone de polarité lorsqu'un support a ensuite joué un rôle de résistance ou à l'inverse, une résistance qui a joué un rôle de support par la suite. On voit que le marché monte et ensuite chute. Donc directement lorsqu'on a ce premier niveau ici, on peut tracer une zone de résistance. Donc là, on voit bien que c'est une zone de résistance et non un niveau bien précis au pic près. C'est vraiment une zone. Ensuite, le marché chute, décide de rebondir et à partir de là, nous avons un support. Et donc lorsque le marché va revenir sous cette résistance ou sur ce support, on va pouvoir surveiller des signaux pour trader le mouvement contraire. Résistance, le marché chute, support, le marché rebondit, résistance, le marché chute, support, le marché rebondit. Et lorsque un niveau est cassé, par exemple lorsque ce support ici est cassé, le marché, s'il revient sur cette résistance-là, ce niveau-là va faire office de support. C'est ce qu'on va appeler ici une zone de polarité. Et si on a un signal de confirmation, on va pouvoir trader à l'achat. Le marché ensuite revient sur son support, rebondit, finalement il casse son support, on revient sous ce support qui maintenant fait office de résistance. Voici des exemples sur les graphiques. Donc là on voit que le marché a fait office de support une fois, a fait office de support une deuxième fois, finalement on casse le support, on rebondit sur un nouveau support, le support fait office maintenant de résistance, donc cette zone-là est très forte, on appelle ça une zone de polarité, le marché chute, il rebondit encore sur son dernier support, le marché revient tester sa résistance, on rechute, finalement ce support-là fait plus office de support vu qu'on l'a cassé, mais maintenant fait office de résistance, et donc lorsqu'on vient sous la zone, le marché chute et donc valide sa zone de polarité. Ensuite, on revient
sur zone de support. Vous voyez que là, support a fait effet une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Finalement, la cinquième fois, on vient le casser. On revient sous la zone de résistance, le marché chute. On revient sous la zone de résistance, le marché chute. On revient sous la zone de résistance, le marché chute. On revient sous la résistance, le marché chute. Donc là, on voit qu'à travers ces différentes résistances, le marché a aussi rebondi à plusieurs reprises. Support, 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 support. Et donc une zone de résistance, plus elle est touchée, plus elle montre qu'elle est puissante. Un support aussi, plus il est touché, plus il fait office de support, on peut la considérer comme puissante. Et donc on peut la surveiller très attentivement. Ici, là, le support est cassé, on revient sous la zone, le marché chute, et même lorsque le marché a fait son petit bout de chemin, lorsqu'il revient sous une zone qui a été importante dans le passé, la zone refonctionne. Et donc on va tout le temps attendre des confirmations sous ces différentes zones pour pouvoir les trader. Maintenant, nous allons parler des figures chartistes. Alors, on a vu qu'il existait plusieurs types de configurations bien précises au niveau des chandeliers japonais. Ces différentes configurations-là pouvaient nous montrer un retournement de tendance ou une continuation de tendance. Et il faut savoir qu'il existe aussi des figures qui vont être créées par le marché. Et ces figures-là vont aussi nous donner des scénarios de retournement ou de continuation. Pour commencer, on a les figures chartistes de retournement. Nous avons l'épaule tête-épaule et l'épaule tête-épaule inversée. Ces deux figures qui annoncent un potentiel retournement de tendance. On a précédemment pour l'épaule tête-épaule une tendance haussière avec des sommets et des creux de plus en plus hauts. Ici, le creux est plus haut que son précédent. Et ici, le sommet est plus haut que son précédent. Donc ça montre que la tendance est haussière avec un nouveau sommet. Et l'épaule tête-épaule intervient lorsque le creux, ici, est soit au même niveau, soit plus bas que le précédent. Déjà, ça, c'est le premier signal. Le deuxième signal, c'est lorsque le prochain sommet est plus bas que le précédent. Et ensuite, on a la confirmation lorsqu'on vient casser les derniers creux. Et donc ça, c'est la confirmation que la tendance est en train de s'inverser. Pour l'épaule tête-épaule inversée, c'est la même chose. On a ici une tendance baissière avec des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas. Et finalement, on a le premier signal avec le sommet ici très haut, quasiment au même niveau que son précédent ou même parfois plus haut. Ensuite, on a le deuxième signal avec le creux ici plus haut que le précédent. Et finalement, on a la confirmation lorsqu'on vient de casser les derniers sommets. Et donc ça, c'est des configurations très puissantes de retournement. Voici un exemple sur le graphique. Ici, on a une tendance haussière très définie, avec des sommets et des creux faisant de plus en plus haut. On peut le voir ici, des creux de plus en plus haut, des sommets aussi de plus en plus haut. Et finalement, ici, on vient faire un sommet, un nouveau sommet, mais le troisième sommet est plus bas que le précédent. Et le creux ici vient casser ce creux et ce creux. Et donc ça montre ici un fort signal de retournement. Finalement, le marché décide de continuer sa baisse. On a maintenant l'épaule tête-épaule inversée. Donc là, pareil, on a donc une tendance baissière, des sommets des creux de plus en plus bas. Et ici, on a un premier sommet qui est quasiment au même niveau que le précédent. On fait un creux plus haut que le précédent. Et ici, on vient casser les derniers sommets. Et donc là, le marché se retourne. Par la suite, on a les figures de continuation avec le drapeau haussier et le drapeau baissier. Donc là, on a deux figures qui annoncent une continuation de tendance. Juste petite parenthèse, bien évidemment, toutes ces configurations-là, que ce soit au niveau des chandeliers ou des figures chartistes, on parle toujours de probabilité. Et lorsqu'on voit ces configurations-là, on n'est jamais sûr à 100% de ce qui va se passer après. On raisonne toujours en termes de probabilité, en connaissant qu'il y a toujours un facteur risque à prendre en compte. Le drapeau haussier va intervenir pendant une tendance haussière. Donc il va nous donner tout bêtement un signal haussier. Il est composé de deux obliques qui vont jouer un rôle de support et résistance. Et cette configuration-là doit être composée au minimum de 3 vagues. Donc
ici, pour cet exemple, on a 3 vagues. On a la première vague, la deuxième, la troisième vague. On peut aussi avoir 5 vagues, voire 7 vagues, mais il faut en avoir 3 minimum avant d'atteindre la cassure du canal baissier et la continuation de tendance. Pour le drapeau baissier, c'est le contraire. On va avoir une tendance baissière avec par la suite une pause avec un canal légèrement haussier tracé par 2 obliques quasiment parallèles. On attend d'avoir au minimum 3 vagues pour valider notre drapeau. Et ensuite, la validation du drapeau par la cassure et ensuite par la continuation de tendance. Voici un exemple de drapeau haussier. Ici, on a bien notre tendance haussière. On finit par faire une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues et 5 vagues. On a bien notre canal ici légèrement baissier. Et ensuite, on a la cassure qui va nous donner notre signal. Et par la suite, on a notre continuation de tendance. Ici, on a un drapeau baissier. Là, contrairement au drapeau haussier, on a simplement 3 vagues. On a ici un mouvement baissier, une vague, 2 vagues, 3 vagues. On peut dessiner notre canal légèrement haussier. Et par la suite, on a la cassure qui vient donner la baisse par la suite. Maintenant, nous allons parler des indicateurs techniques qui va faire partie de la deuxième branche de l'analyse technique. Alors, qu'est-ce qu'un indicateur technique? C'est tout bêtement des formules mathématiques basées sur le prix en lui-même. En général, c'est basé sur les cours de clôture. L'objectif, c'est de visualiser le graphique sous une manière différente, mais en donnant les mêmes informations que si on avait simplement le prix. C'est juste là une question de préférence. Il va exister beaucoup de catégories d'indicateurs techniques. On va avoir par exemple les indicateurs techniques de momentum, des indicateurs techniques oscillateurs, des indicateurs techniques de tendance, de volatilité, de volume, etc., etc. Ici, je vais vous présenter les plus populaires. Le premier va être le RSI. Celui-ci va nous donner ce qu'on appelle principalement des divergences. On peut les utiliser comme des signaux de trading ou bien comme des alertes. Une divergence RSI, c'est quoi? C'est lorsque l'indicateur technique et le prix font deux choses complètement différentes. Par exemple, ici on avait des creux de plus en plus bas, alors que là on avait un creux et un nouveau creux plus haut que le précédent. Et donc là, on appelle ça une divergence haussière. Et donc le marché annonce ici un ralentissement, un potentiel retournement de tendance, et c'est ce qui se passe par la suite. Ensuite, le marché baisse en faisant des creux de plus en plus bas. Et qu'est-ce que l'on a par la suite? Ici, une divergence haussière détectée par le RSI automatiquement, par ces simples calculs. Là, on a une divergence haussière aussi. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Le marché, il monte. On peut avoir des divergences aussi plus éloignées. Par exemple, ici, on a une baisse. Donc là, on fait un sommet. On fait un nouveau sommet plus bas que le précédent, alors que là, on faisait des sommets de plus en plus haut. Et par la suite, qu'est-ce que l'on a? Une baisse du marché. On avait encore une autre divergence plus petite à ce niveau-là. Ici, on voit que les sommets font de plus en plus bas, alors que là, les sommets font de plus en plus haut. Et donc là, on a par la suite notre baisse. Par la suite, on a les moyennes mobiles. Donc une moyenne mobile à lui tout seul, c'est un indicateur technique, mais en général, on en met plusieurs. Ces moyennes mobiles-là, elles peuvent jouer plusieurs rôles. Le premier comme support et résistance dynamique. Donc ces moyennes mobiles-là vont toujours suivre le cours. Ou bien elles peuvent jouer un rôle de signal. Par exemple, lorsqu'une moyenne mobile est cassée, on peut rentrer à l'achat ou à la vente. Elles peuvent aussi nous donner le sens de la tendance. Par exemple, si les cours sont en dessous des moyennes mobiles, alors nous sommes dans une tendance baissière. Si le prix est au-dessus de toutes mes moyennes mobiles, alors nous sommes dans une tendance haussière. Ici, on a le cours qui rebondit à chaque fois sur ces moyennes mobiles. Donc, le marché, enfin les moyennes mobiles jouent un rôle de support. Le marché casse ces moyennes mobiles, revient sous ces moyennes mobiles, joue un rôle de résistance. Ici, on vient sous la moyenne mobile fait office de résistance. On casse la moyenne mobile, on revient sur les trois moyennes mobiles, le marché fait office de support. Le marché
chute, revient tester ses moyennes mobiles. Finalement, le marché chute sous ses moyennes mobiles, etc., etc. On peut le revoir encore ici, on rebondit sur moyenne mobile, on casse la moyenne mobile, on revient sous une moyenne mobile, on replie, on rebondit sur une moyenne mobile, on se replie sous moyenne mobile, etc., etc. Pour finir, nous avons Ichimoku, qui est un indicateur technique de tendance. C'est là où il va exceller, même s'il est possible de l'utiliser pendant les phases de consolidation. Il est très efficace pour trader la tendance et très pratique pour opérer les tendances actuelles. Donc en un coup d'œil, on peut voir si on est haussier ou baissier. Par exemple, si vous êtes en dessous du nuage Ichimoku, celui-ci. Si vous êtes en dessous, exemple ici, on était bien en dessous. Si on est en dessous de ce nuage, on va plutôt privilégier les ventes. Si on est au-dessus du nuage Ichimoku, qui est ici représenté en vert, on va plutôt favoriser les achats. Tac, 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 tac. Donc ici, pareil, on est au-dessus du nuage Ichimoku, on va plutôt privilégier les achats. Donc c'est un très bon indicateur technique de tendance. On va par exemple attendre les replis sur Tenkan et Kijun, qui sont deux moyennes calculées sur les derniers plus bas et les derniers plus hauts. Donc là par exemple pour une tendance haussière, on va attendre des replis sur la Tenkan ou la Kijun pour pouvoir acheter. Et pour une tendance baissière, lorsqu'on va être en dessous du nuage, on va plutôt attendre des replis sous résistance, sous Tenkan ou Kijun pour chercher des ventes. Il y a même le nuage qui peut faire office de support-résistance. Par exemple, ici, il a fait office de support, 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 support à nouveau, support, résistance, etc., etc. Donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Nous venons aussi de finir cette formation. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Sachez qu'il existe encore des tas de façons de trader. Je vous ai ici présenté les principales. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai créé des formations plus poussées, bien plus avancées, où je rentre bien plus dans les détails. Je vous montre étape par étape comment trader avec bien plus d'exemples. Je vous montre aussi comment analyser un graphique, comment analyser la structure pour vraiment comprendre ce que l'on fait, avec dedans le money management, la psychologie adaptée, des stratégies de trading que j'enseigne, et bien plus encore. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'informations, vous avez simplement à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Moi, je vous retrouve soit de l'autre côté, soit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.